Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, élection municipale à Madagascar. Les résultats de tout le territoire ne seront connus que dans une dizaine de jours. Décryptage, cela dit, des chiffres provisoires de la capitale Antananarive dans cette édition. Défense et économie au menu du sommet de la CEDEAO et de la CEAC ce lundi. La communauté économique des États de l'Afrique centrale et celle des États de l'Afrique de l'Ouest sont à Malabo, capitale équato-guinéenne, pour débattre sur ces sujets. Et la Guinée équatoriale participera par ailleurs pour la première fois de son histoire au tournoi de football féminin des Jeux Olympiques en 2016. Nous reviendrons sur le résultat du match qui a permis la qualification de l'équipe nationale. Mais avant de développer ces titres, début du procès de Julius Malema à Polokwane en Afrique du Sud. Plusieurs fois repoussé depuis 2013, il s'ouvre finalement ce lundi pour 6 semaines. Pas moins de 55 chefs d'accusation pèsent sur le jeune leader du parti de gauche radical des combattants de la liberté économique et ses 2 co-accusés. Le leader populiste sud-africain est particulièrement soupçonné d'avoir profité de ses connexions politiques pour influencer l'attribution d'un marché public de 4 millions d'euros dans la province du Limpopo. Les résultats provisoires officiels de la communauté urbaine d'Antananarive ont été publiés ce dimanche par la commission électorale à Madagascar. Et c'est bien Lalao Ravalman, l'épouse de l'ancien président, qui arrive en tête du scrutin municipal. Les précisions d'Alune Guindo, commentées par Graziella Tiakunte. 55,86% des voix, c'est ce qu'a récolté Lalao Ravalman lors des élections municipales de ce 31 juillet 2015 à Madagascar. Les résultats provisoires officiels ont été publiés ce dimanche par la CENI, la commission électorale indépendante. À noter toutefois une forte abstention. La participation électorale a été de 29,08% pour ce qui est d'Antananarive, la capitale. Après une campagne électorale marquée par un clair retour sur le devant de la scène politique de Marc Ravalman et de Andra Zouel, respectivement donc ancien président de la République et ancien président de la transition, et tous deux également anciens maires de Antananarive, les urnes ont rendu un verdict conforme aux enjeux en cours. À Antananarive, la capitale, le duel a surtout eu lieu entre les candidats soutenus par les 2 ex-chefs d'État. Et au final, après une campagne qui ressemblait plus à une présidentielle, c'est la femme Marc Ravalman qui a remporté la victoire. Les résultats provisoires publiés ne concernent pour l'instant que la capitale de la Grande Île. Ces élections ont ainsi un enjeu fort. Elles déterminent par la campagne qui s'est tenue le retour des 2 anciens chefs d'État dans le paysage politique malgache. Elles sont aussi susceptibles de fortement influencer sur les élections des 2 chambres parlementaires malgaches qui devraient se tenir en 2018. N'oublions pas que la crise de 2009 a commencé par une opposition entre Ravalman et Rajoel, et pour cette fois, c'est Ravalman qui a pris le dessus. Sur le plan national, nous avons plus le reflet du conflit qui oppose l'exécutif au législatif, donc le parti présidentiel contre l'alliance regroupée autour des ex-alliés devenus opposants et menés par Andra Zouel. Les enjeux sont multiples, mais très simples. Pour Ravalman et Andra Zouel, il leur faut marquer leur retour dans le paysage et les fonctionnements politiques de Madagascar. Ensuite, de ces élections sortiront de grands électeurs qui joueront un rôle crucial dans la désignation des 2 tiers des membres de la future Chambre haute. Pour le parti présidentiel, il leur fallait montrer qu'il couvre désormais toute l'île. Les résultats provisoires obtenus à Antananarive sont en attente de validation des tribunaux administratifs qui bénéficient d'un délai d'1 mois pour les rendre définitifs. Néanmoins, les violences et les plaintes pour fraude déposées à la commission électorale sèment le doute quant à l'issue de ce vote. Élection toujours, la course à l'élection présidentielle ivoirienne se peaufine. L'ouverture du dépôt des candidatures est lancée depuis ce 3 août et ce jusqu'au 25 de ce même mois en Côte d'Ivoire. Parmi les candidats, Pascal Afine-Guessant, le président du FPI, le Front populaire ivoirien, ou encore l'ancien ministre Essi Amara. Du côté de la majorité, on peut citer le président sortant, Alassane Ouattara, sous la bannière du Rassemblement des Républicains, le RDR. Au sein du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny, Kouadio Konan Bertin et Jérôme Kablambrou ont tous fait part de leur désir de candidature au scrutin présidentiel d'octobre 2015.
Stratégie commune de lutte contre les mouvements terroristes. La communauté économique des États de l'Afrique centrale et celle des États de l'Afrique de l'Ouest se réunissent ce lundi en Guinée équatoriale à ce sujet. L'objectif, contrer la secte nigériane de Boko Haram dans sa tentative de déstabilisation régionale. Les précisions de Lizelsi Akizimana. La CEAC et la CEDEAO pour un avenir commun. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui compte environ 300 millions d'habitants, et la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, près de 145 millions d'habitants, convergent vers un rapprochement. Le voisinage géographique est un élément important qu'il faut prendre en compte. Et la langue ne devrait plus être une barrière pour empêcher qu'on se retrouve. Je voudrais rappeler que le Nigeria a déjà décidé que le français soit une deuxième langue nationale, une langue officielle du Nigeria. Donc oui, c'est l'occasion idoine pour que ces États se retrouvent effectivement. Même si la langue n'est plus une barrière pour les rencontres, quelques problématiques sur les systèmes économiques des deux communautés se posent toujours, avec en première ligne le questionnement de l'intégration économique. On a affaire à des zones qui ont des systèmes économiques et monétaires assez différents. Si on prend le cas par exemple du franc CFA, le franc CFA des pays ouest-africains, donc CEDEAO, BCAO, n'est pas utilisé dans les pays CEAC, CEMAC et inversement. Donc il y a sans doute pas mal de questions stratégiques concernant l'économie et la défense, l'intégration économique et le soutien militaire, qui nécessitent un rapprochement entre les deux organisations régionales. Les représentants de la CEAC et de la CEDEAO se rencontrent en effet ce lundi 3 août à Malabo en Guinée équatoriale. Un sommet régional qui aura pour objectif de trouver une stratégie commune pour lutter contre le terrorisme. La Guinée équatoriale célèbre le 36e anniversaire du coup d'État du 3 août 1979. Cet événement a changé le destin du pays en mettant fin au régime dictatorial du président Macias Nguema. Rappel historique et témoignage dans ce reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. 3 août 1979, 3 août 2015, la Guinée équatoriale commémore le 36e anniversaire du coup d'État qui a vu la fin du régime du premier président du pays. Le pays accède à l'indépendance en 1968 avec à sa tête Francisco Macias Nguema. Pendant les 11 ans de son règne, la Guinée équatoriale a connu des moments troubles avec l'absence totale des libertés. Les cibles du président Macias, l'Église, le clergé, les opposants et les intellectuels. La mémoire de cette période de violence et de souffrance est encore vive pour certains, comme cet enseignant à la retraite, Pedro Abeso Bengono. J'ai fait 4 années en prison. Celui qui savait écrire et parler espagnol était considéré comme un opposant. On disait qu'on était du côté d'Athanasio Ndong-Millon. Dès cet instant, on recherchait toujours les intellectuels. En août 1979, la coupe déborde. Un jeune officier supérieur, l'actuel président de la Guinée équatoriale, tente et réussit avec l'aide d'un groupe de militaires à prendre le pouvoir. Macias Nguema est arrêté et jugé coupable et condamné à mort avec 6 de ses collaborateurs. Après le coup d'État de la liberté, le peuple était en joie. Plus personne n'avait peur d'être détenu parce qu'on détenait les gens de façon arbitraire. Par exemple, on pouvait être ici dans un village, puis un groupe de jeunes arrive et on vous envoie en prison. Le lieutenant-colonel Teodoro Biangema Bazogo a mis fin à l'ère Macias Nguema. Mais 36 ans après El Golpe de la Libertad, le coup de la liberté, que reste-t-il des idéaux de ce coup de force réalisé par les militaires? Nous pouvons dire que le peuple de la Guinée équatoriale reconnaît la date du 3 août 1979 comme le jour de la vraie libération de notre pays, avec l'abolition de la dictature et l'avènement d'un nouveau chemin rempli d'optimisme. Ce n'est qu'au début des années 90 que la Guinée équatoriale connaîtra vraiment une démocratisation avec l'adoption d'une nouvelle constitution et l'instauration du multipartisme. Et nous restons en Guinée équatoriale avec du football cette fois. Le Dzalang féminin s'est imposé contre les Super Falcons ce dimanche au stade de Bata. Avec cette victoire, le pays se qualifie pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Notre correspondant en Guinée équatoriale, Policarpo Edou Massa, a suivi cette rencontre pour nous.
Victoire de la sélection équato-guinéenne de football face à celle du Nigeria lors du match des éliminatoires du tournoi des Jeux Olympiques de 2016. Le match a été très disputé et plein de suspense. Au cours de la première période, les deux formations ont multiplié les attaques. Les Super Falcons ont exercé une forte pression dans le camp adverse et ont logiquement ouvert le score à la 12e minute par Messio Gouré. C'est sur cet score d'1-0 que l'arbitre renverra les deux équipes au vestiaire. Dès la reprise, la réaction d'Nzalan n'a pas tardé. L'égalisation interviendra à la 87e minute grâce à Doré Mila. Le résultat restera inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire. Au cours des prolongations, chez Geneviève Vailloman qui donnera l'avantage aux Alans national. Et score final 2-1. Le match a été très difficile. Il s'agit de la meilleure sélection d'Afrique. On a commis beaucoup d'erreurs au début du match et cela nous a fait encaisser le but. Mais les joueurs se sont ressaisis. Cet effort a permis à la Guinée équatoriale d'obtenir la qualification. Quand on a encaissé le premier but à première mi-temps, on a essayé de se concentrer au maximum, égaliser le but. En prolongation, les filles, on a commencé à avoir beaucoup de confiance et on a marqué le deuxième but. Nous sommes vraiment contents avec le travail d'aujourd'hui. Je crois qu'avec cette équipe, on peut arriver loin. En battant par 2-1, l'équipe du Nigeria, le Nzalan féminin 2 fois champion d'Afrique, se remet à espérer une qualification pour les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016. Rappelons que la Guinée équatoriale n'a jamais participé au tournoi de football des Jeux Olympiques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.